Il faut que tu saches que moi je pratique le BDSM. Je te le dis parce que c'est important pour la suite de l'histoire. C'est aussi le début de l'enfer niveau sexe. Tu ne peux plus avoir d'orgasme aussi et jouir aussi. Ça, je vais t'en parler un peu plus tard de pourquoi. T'es un objet sexuel. J'ai pris 15 minutes à te sucer, tu prendras 15 minutes à me faire un cuni. Un truc qui est important et qui, je pense, devrait être vraiment là. La première fois où je l'ai fait, ça s'est trop mal passé. Oh punaise. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que je filme pour la 3e fois. Premier disclaimer, cette vidéo va être très longue. Donc comme te dit certainement tes youtubeuses favorites, prends un thé, un café. Deuxième chose, c'est que n'oublie pas que même si cette vidéo est longue, je te résume tellement de choses de ma vie et que si je voulais juste en parler comme si t'étais ma pote, ça durerait 4, 5, 6 heures. Donc je ne peux évidemment pas parler de tout. Donc si tu as des questions en commentaire et que je peux y répondre en commentaire, ce sera avec plaisir. Si c'est pas des questions et que tu essaies juste de faire ma psychanalyse, si de l'éviter, ce sera signalé. Si tu es hors sujet aussi, ting tang tong, signalé. Voilà. 3e disclaimer. Pourquoi cette vidéo est difficile à faire pour moi? Elle n'est pas difficile à faire émotionnellement pour moi, elle est difficile à faire physiquement pour moi. Pourquoi? Parce que dû au traumatisme que j'ai eu dans ma vie, je souffre d'amnésie. Alors souffrir d'amnésie, j'aimerais t'en faire une vidéo à part. J'aimerais que tu ne prennes pas ce thème-là de l'amnésie pour décrédibiliser ce que je suis en train de te dire, parce que ce que je suis en train de te dire, c'est bien crédible et vrai, rien n'est inventé. Mais du coup, ça fait que pour moi, physiquement, c'est difficile de faire cette vidéo parce que j'ai du mal à me concentrer sur le sujet et à ne pas dévier. C'est aussi fatigant physiquement pour moi de revenir dans mes amnésies. Enfin, c'est comme un peu si toi, on te demandait de raconter un truc qui t'est arrivé à l'âge de 5 ans, tu vois, genre, que tu t'en souviens, que tu sais tout, mais putain, il faut que tu le remettes dans le contexte, il faut que tu le positionnes avec ce qui t'est arrivé à 5 ans et demi, à 5 ans 3/4, enfin, voilà. J'ai souffert de dissociation, de déréalisation. En fait, je pense que ceux qui peuvent me comprendre, c'est que ceux qui ont subi des traumatismes et qui en subissent les conséquences. Dernière chose que j'aimerais dire et mettre un point d'honneur dessus, c'est que je vais très bien. Je vais très bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur le point de la sexualité et des conséquences que les viols ont eues sur ma sexualité à moi. Pour retracer les événements, je me suis séparée de mon premier violeur en janvier 2016, janvier-février 2016, et je suis sortie du coup avec un autre copain en mars 2016. Jusqu'en mi-mai à peu près. Et avec ce copain-là, le truc c'est que j'étais dans le déni, dans la dissociation, dans la perte de mémoire, tout ça. Et donc ça fait que j'ai pas eu de conséquences sur ma vie sexuelle directement après parce que tout simplement, je n'ingérais pas encore tout ce qui m'était arrivé. Du coup, j'avais l'impression de vivre comme quelqu'un qui n'avait pas de problème. Mais c'est vraiment le déni, l'amnésie qui permettait ça. Donc en fait, j'ai passé des relations sexuelles avec lui pendant 2 mois qui étaient superbes, nickel. Il faut que tu saches que je suis quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de facilité à avoir des orgasmes. J'avais un minimum 6 orgasmes, je mytho pas, c'est la vérité, minimum par rapport, et sans faire des trucs de ouf. Je me suis séparée de lui vers mai, et je suis allée avec mon deuxième violeur en septembre 2016. Je me suis séparée de lui en octobre 2016. Et là, bah, évidemment, il y avait déjà des conséquences du premier viol qui avait commencé à se manifester parce que ma mémoire commençait à revenir. Il y avait des conséquences avec lui-même parce que tout simplement, il me violait aussi. Donc voilà. Je fais bien la différence entre regret, viol. Je n'étais pas consentante. C'était réellement des viols. Et non, ce n'est pas juste que je regrettais d'être avec ces gars-là. Du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Si je sais mieux que vous, je pense, quand est-ce que j'étais consentante, quand je ne l'étais pas. Et oui, il y a eu manipulation psychologique, ça c'est sûr, surtout de la part du premier violeur, mais il y a eu violence physique, il y a eu pleurs, il y a eu non, il y a eu sidération, et je pense m'y connaître autant théoriquement que dans la pratique de ce que c'est qu'un viol. Malheureusement, si tu ne t'y connais pas dans les phénomènes de sidération, d'amnésie, de traumatisme et de plein d'autres choses, je pense qu'il vaut mieux s'informer et poser des questions au lieu d'affirmer à une personne qui a été violée que non, c'était pas le cas. À ce que je sache, tu n'étais pas là. Et après, je suis restée environ 5-6 mois célibataire et je me suis mis avec mon copain actuel en mars, le 15 mars 2017. Et je t'ai fait un article sur mon blog sur comment il m'a sauvé ma vie, mon copain actuel, Bibi. Merci. Non seulement dépressive, mais j'étais très suicidaire à cette époque et je m'étais dit, s'il y a bien un jour où je dois me suicider, c'est aujourd'hui. Et comme tu peux le voir, c'est pas le cas parce que je suis toujours là et plus heureuse que jamais.
Trop cool. J'ai eu les flashs de l'appropriation du viol et que ça m'est vraiment arrivé à moi et pas juste oui, bon, j'étais pas consentante, voilà, ouais, mais on peut pas parler de viol. Oui, j'étais pas consentante. Oui, bon, j'ai eu des violences physiques et psychologiques. J'étais plus dans le déni, quoi. J'étais vraiment le 5 mai 2017. J'ai eu les flashs grâce à 13 Reasons Why que réellement, oui, tu peux mettre le mot viol sur ce qui t'est arrivé. Oui, ça a des conséquences. Du coup, si tu regardes bien, ça a mis plus d'1 an à ce que je m'approprie le fait que ça m'était bien arrivé à moi, que c'était pas grave, que ça avait des conséquences. Si tout ça, ça a pris autant de temps, c'est parce que c'était dur. Et aussi parce que j'étais pas prête à recevoir ces flashs-là, hein, tout simplement. J'étais trop bas en fait. Je sais que si c'était arrivé un peu avant, j'aurais pas tenu. J'avais déjà commencé à parler des viols, mais sans m'intégrer dans l'histoire à ma psy de l'époque. Et pourtant, ça, c'était très détaché. C'est limite, on en rigole, quoi. Trop drôle. Le 5 mai 2017, bim, je me souviens parce que justement, j'ai le message que je devais aller voir ma meilleure amie et que en fait, je pouvais même pas répondre au message tellement j'étais au bout de ma vie, quoi. C'était mon copain qui répondait à ma place, qui voulait pas inquiéter ma meilleure amie, donc il disait juste « elle se sent pas bien, t'inquiète, ça va », parce qu'il voulait pas l'inquiéter. C'était le début de la reconstruction et ça a été aussi le début de l'enfer niveau sexe. À partir de ce moment-là, il y a les flashs qui sont revenus. Bon, alors ils sont revenus à 2 moments précis de ma vie, sous la douche et pendant mes rapports sexuels. Pourquoi sous la douche? Parce que je pense que c'est très imagé, ce truc de se sentir sale après un viol, alors qu'on est loin d'être coupable, hein, mais on se sent sale parce que d'une certaine façon, on nous prend une partie de nous. Et donc du coup, sous la douche, c'est le moment où on lave ses émotions si négatives. Alors, s'il vous plaît, ne reprenez pas ma phrase pour en faire n'importe quoi. Non. Alors, les flashs, c'est très caractéristique de personnes qui ont subi des violences psychologiques et physiques. C'est très, ça vient comme ça sans prévenir sur un court moment, mais c'est là, quoi. L'image, elle est là. Et ça revenait évidemment pendant mes rapports sexuels. Très très dur à faire des rapports sexuels avec mon copain actuel, même si du coup, entre mars et le 5 mai, ça allait. Comme je t'ai dit, je me l'appropriais pas, donc les flashs pouvaient pas vraiment revenir. Alors, il faut que tu saches que moi, je pratique le BDSM. Je te le dis parce que c'est important pour la suite de l'histoire. C'est un peu comme le sadomasochisme, mais en quand même un peu plus doux. Le BDSM, ça requiert de la violence physique pour qu'il y ait du plaisir, quoi. Sauf que, attention, le BDSM et le viol, c'est pas du tout la même chose. Le BDSM, c'est de la violence qu'on a envie. On a envie d'un certain niveau de violence aussi, on ne le subit pas. Bref, on est consentant ou consentante. Je t'ai fait une vidéo, je sais pas si elle est disponible encore sur ma chaîne. Est-ce que le BDSM justifie le viol? Non. Je te spoil, non. Moi, dans ma pratique actuelle avec mon copain, je pratique le BDSM en étant consentante toujours. C'est pas lié de près ou de loin au viol, hein. C'est-à-dire que je pratiquais le BDSM avant de m'être faite violer. Comme je te le disais, avec mon premier violeur au début, on pratiquait le BDSM où il y avait de la violence physique, mais ce n'était pas des viols. Si tu n'arrives pas encore à faire la différence entre violence physique et viol, je suis désolée que t'es pas assez informée. On pratiquait le BDSM, tout allait bien et j'ai conscience du fait que non, ce n'était pas des viols à ce moment-là, qu'il a bien commencé à me violer quand je suis arrivée en France et qu'il avait la main mise sur moi et qu'il pouvait se le permettre parce que manipulation en plus. C'est pas parce qu'il y a de la manipulation qu'il y a des viols, c'est pas toujours parce qu'il y a des viols qu'il y a de la manipulation. C'était dans ce cadre-là de relations toxiques aussi. Le BDSM est lié au flash, ça fait pas bon ménage. C'est-à-dire que j'étais en train d'avoir des relations sexuelles avec mon copain actuel, hop, BDSM, un peu de violence, toi-même tu sais, clac, clac, clac. Et là, ça me fait revenir un flash de violence qui n'était pas voulu, de moments où je pleurais, de moments où j'étais irritée tellement ça pouvait pas passer, quoi, tellement il n'y avait pas d'envie, de moments où il y avait de la violence physique, de la contrainte, de la surprise. Tout ça, ça revenait sur le moment. Un flash, c'est se raccrocher au passé, mais de faire comme si c'est un truc qui se passait dans le moment présent. Vraiment, on revit la scène, quoi. Donc c'est extrêmement dur, d'autant plus dur que si c'est un truc qui arrive pendant les rapports sexuels actuels, quoi. Mentalement, c'est dur de revivre un flash. C'est dur dans la vraie vie, mais dans la vraie vie, on a des mécanismes de survie et l'amnésie en fait partie, la sidération en fait partie. Bref, ça, j'aimerais en faire une vidéo à part sur chaque truc et je vous en parle dans mes coachings aussi. Mais pendant les flashs, on n'est pas dans le mécanisme de survie, on est dans vraiment le revivre vraiment avec l'émotion. J'en arrivais à une situation de, si c'était une violence et qu'un flash venait, ça me dégoûtait, quoi. Comment mon copain actuel peut aimer me voir souffrir, ou comment mon copain actuel peut aimer faire souffrir l'autre, comment moi je peux aimer faire souffrir l'autre ou voir l'autre souffrir. Mais en fait, c'est logique, si tu pratiques le BDSM, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais c'est juste que moi, je l'associais
à ce qui m'était arrivé dans le passé et du coup c'était extrêmement dur. Du coup ça me dégoûtait s'il y avait la lumière allumée, mais en même temps si c'était trop doux, je prenais pas de plaisir sur le moment présent parce que c'est pas ce que j'aime. Et d'ailleurs j'ai subi les deux viols, hein. J'ai subi des viols avec de la violence physique, mais j'ai subi aussi des viols où juste tu n'arrives plus mentalement et physiquement à te débattre et en fait il n'y a plus besoin d'avoir cette violence physique et pourtant ça reste bien un viol parce que pas de consentement et la personne le voit, hein. T'es un objet, hein. T'es un objet sexuel. T'essayes du mieux que tu peux de juste pas être là. Hein, c'est ton corps qui se fait violer et ton mental, tu essaies de le mettre loin. Et j'ai vécu les deux et c'est pour ça que je peux te dire vraiment que la violence physique n'est pas gage de est-ce que c'est un viol ou pas. Le consentement, c'est ça qui définit un viol ou non. En tout cas, il y avait ça et donc dans les moments plus doux, il n'y avait pas de violence physique, pas de BDSM, je prends pas de plaisir avec mon copain actuel, donc ça sert à rien. Et aussi, il y a ce truc-là de alors on éteint la lumière pour pas que je le voie en fait, que je prenne juste le plaisir avec le sensoriel. Mais le problème, c'est qu'avec la lumière éteinte, j'avais ce truc-là de si j'avais un flash de je pouvais pas capter que réellement j'étais dans le moment présent et pas dans le moment passé et que c'était mon copain Thomas et que c'était pas mes violeurs. Alors on avait ce truc de Thomas qui devait me dire c'est bien moi, c'est Thomas, je suis là. Plein de fois pendant la relation, stopper, puis recommencer du début, mettre en confiance, faire des caresses, faire des bisous, s'embrasser, mais long, puis au final, pour ne même pas être sûr de est-ce qu'on peut faire quelque chose. En fait, c'était très dur pour lui parce qu'il y a la frustration évidemment, mais c'est rien d'exceptionnel. Ce que je veux dire, c'est que si on doit comparer les violences et la difficulté, lui, c'est dur parce que c'est de la frustration. Et si c'est dur, tu vas te branler. Enfin... Donc, merci Bibi, merci Thomas d'avoir été patient. Mais j'aurais fait exactement la même chose. Et en fait, tout le monde est censé faire la même chose. Hein. Être à l'écoute de son partenaire pendant un rapport sexuel, c'est la moindre des choses. Le faire culpabiliser parce que t'es frustré, ça, c'est pas la moindre des choses. Ça se fait même pas. On est dans l'écoute, on est dans l'échange. Et c'est la relation que j'ai actuellement avec mon copain. Ce que je veux dire, c'est que si on compare la violence et la dureté de la situation, moi, je devais me taper des flashs. J'étais aussi frustrée sexuellement parce que c'est pas parce que t'as des problèmes sexuels que t'as pas d'envie sexuelle. Moi, je n'ai même pas la possibilité de les assouvir, mes envies sexuelles, à cause de mes viols. J'ai eu même des répercussions dans ma masturbation de moi à moi-même, du coup. J'ai aussi la culpabilité de faire en sorte que l'autre soit frustré, la culpabilité d'avoir toute cette pression sur les épaules de putain, mais en fait, j'avais qu'à pas me faire violer alors que je l'ai cherché en aucun cas. La culpabilité aussi, il faudrait que j'en fasse un podcast à part, tellement il y aura des choses à dire. Non, c'est pas comparable, et si je devais l'inviter aujourd'hui sur la chaîne, il dirait exactement la même chose. Hein. Et je te le dis, hein, sincèrement, si t'es dans une relation où ça t'arrive, c'est pas à toi de rassurer ton compagnon qui n'a rien subi, qui doit juste subir le fait que tu peux pas finir ou que tu peux pas faire l'amour tous les jours. C'est pas à toi de le rassurer, c'est à lui de te rassurer sur ce qui se passe. Lui, s'il est un minimum intelligent et qu'il comprend et qu'il s'intéresse un minimum à la situation, il comprendra vite que c'est toi qui dois être rassuré, écouter, qui doit prendre du temps, faire l'amour ou faire du sexe avec quelqu'un. Ça va dans les deux sens. Mais quand tu es en face de quelqu'un qui est violé, si elle a besoin de plus de temps pour se mettre dans la situation, alors faut prendre ce temps. C'est pas un concours de j'ai pris 15 minutes à te sucer, tu prendras 15 minutes à me faire un cuni. Non. Le tout, c'est d'être bien dans la relation. Et donc, si ça doit durer 1 heure à ce qu'il te fasse des câlins, j'en sais rien, pour que ça aille, s'il n'est pas prêt à signer pour ça, franchement, reste pas avec. Et ce serait exactement pareil si je tombais avec une compagne ou un compagnon qui a les mêmes difficultés. Hein. Les premiers flashs, je les ai eus de violence avec mes violeurs, mais par la suite, j'ai eu des flashs de violence familiale qui m'arrivaient pendant mes relations sexuelles. Alors, je vais pas te raconter toute mon histoire familiale que j'ai eue dans ma vie, ce serait bien trop long. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que les deux sont étroitement liés. T'as pas besoin de comprendre pourquoi ou quoi que ce soit. Ce qui était dur pour moi, c'était non seulement de me ressouvenir de violence, mais en plus d'avoir cette sensation-là que les violences qui étaient plus dures pour moi, qui étaient mes violences familiales, aient un impact jusqu'à ma vie sexuelle. Évidemment, j'avais de moins en moins envie de faire l'amour, parce qu'en fait, au début, t'as de l'espoir, hein. Tu te dis, ouais, mais ça va aller, ça va bien se passer. À la fin, tu vois qu'en fait, non, à chaque fois, t'essayes, à chaque fois, ça se passe pas bien, à chaque fois, tu ne prends pas de plaisir. Tu ne peux plus avoir d'orgasme aussi et jouir aussi. Ça, je vais t'en parler un peu plus tard de pourquoi. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, t'as moins en moins de libido, tout simplement du fait que c'est dur, mais aussi du fait que tu fais de moins en moins et moins en moins tu fais l'amour, moins en moins tu as envie de faire l'amour. C'est aussi la mémoire sensorielle ça. Tu as moins envie de la récupérer parce que tu sais que même si tu récupères ta libido, ça sera de la merde
parce que tu peux jamais prendre vraiment du plaisir, tu vois. Donc, voilà, j'ai vécu un an et demi avec pas beaucoup de plaisir sexuel, quoi. Et pourquoi je ne pouvais plus avoir d'orgasme? Et c'est tout simplement lié au traumatisme. Les amnésies, c'est des mécanismes de protection mentaux et psychologiques qui t'arrivent sur des moments où il pourrait avoir des traumatismes. Mais il y a aussi des conséquences physiques. Et l'une des conséquences physiques liées au traumatisme, c'est la non-sensation. Quand tu as des amnésies, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand tu es en train de te faire violer, ton cerveau, il va juste être là... je n'enregistre pas ce qui se passe. Voilà. Ping, ping, il se passe rien, ding, ding, ding. Ça, c'est une façon de se protéger. Pour en fait ne plus sentir la douleur. Mais en fait, ton corps fait la même chose. Et pour ma part, mon vagin. Mon vagin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah, c'est trop dur. Ah, c'est irrité. Ah, ça te fait mal. Ah, nanana. Ah, nanana. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève toute la douleur. Parce que de toute façon, tu ne peux pas échapper à ce moment-là du viol. Du coup, la meilleure chose à faire, c'est juste effacer toute sensation. Au moins, ça passera le plus vite possible. Ça m'arrivait surtout à la fin, quand le viol s'était bien installé dans ma relation. C'est juste qu'à un moment, ton corps aussi, il comprend que tu ne peux plus échapper à cette situation. Du coup, on va juste mettre des mécanismes de survie pour que ça passe le plus vite possible et pour que ça fasse le moins mal possible. Et c'est revenu quand j'ai eu ce déclic de putain ouais, le 5 mai là. Pourquoi mon vagin, zéro sensation? Quand je te dis zéro sensation, je pouvais avoir l'engin de mon copain, des fois je sentais même pas. Mais par exemple, s'il s'agissait des doigts, j'allais plus sentir que si c'était son engin. C'est qu'en fait, le traumatisme il est lié à ce qui s'est passé pendant les viols, ce qui est totalement logique. Hein. Et donc du coup, quand mes violeurs étaient là et faisaient leurs affaires, ils n'allaient pas prendre le temps de me doigter. Ou par exemple, ils n'allaient pas prendre le temps de s'occuper de mon clitoris. Alors déjà, en temps normal, c'est pas forcément tout le monde qui prend le temps de le faire, mais un violeur, il s'en fout hein, de te donner du plaisir en soi. Il s'en fout de s'occuper de ton clitoris. Ce qu'il veut, c'est mettre son engin dans toi, faire ce qu'il a à faire, te prendre comme son objet sexuel et te jeter à la poubelle. Ah non, pas trop quand même parce qu'il faudrait refaire ça le lendemain ou quelques heures après. Ça explique que les traumatismes corporels que j'avais, c'était des traumatismes qui étaient internes et non pas externes. Je pouvais toujours me servir de mon clitoris naturellement et c'était lié à un engin et pas au doigt ou à la langue ou quoi que ce soit. Même si tu verras par la suite qu'il y a eu quand même quelques petites subtilités. Moi j'avais l'habitude d'avoir beaucoup d'orgasmes internes aussi, mais externes aussi, hein, qui sont tous les deux des orgasmes clitoridiens, je tiens quand même à le rappeler, sauf stimulés de l'intérieur ou de l'extérieur. Mes envies sexuelles étaient jamais réellement satisfaites, quoi, parce que même si c'est cool d'avoir un orgasme externe, j'attends pas que ça d'une relation sexuelle. D'autant plus frustrant que de moi à moi-même, même pendant la masturbation, c'était compliqué. J'allais faire quelque chose qui allait de près ou de loin avec le sexe. J'avais des moments où j'associais ça à du dégoût, à de la douleur. Et aujourd'hui, je suis toujours incapable d'avoir un réel orgasme comme j'avais à l'époque. Oh mon dieu que ça me manque cette époque. Interne, par contre, ça s'est extrêmement amélioré et mentalement et dans ma vie sexuelle, ça me gêne pas plus que ça. Ce serait un bonus, quoi. Ce serait le Saint Graal. Ça a eu quelques impacts quand même sur l'appréhension qu'est une relation sexuelle. Vraiment, pendant toute cette période, j'étais plus stressée et j'avais plus peur que ma première fois. J'avais toujours l'impression que ça allait être un moment douloureux à passer. Alors que c'était pas le cas, hein. C'était avec mon copain qui prenait soin de moi, qui était patient, qui était attentif. Mais cette appréhension-là, elle pouvait se traduire aussi directement corporellement, c'est-à-dire que j'avais des moments où c'était impossible de me toucher. Fais ça, ting, sur le petit clitoris, ting. Ou à l'intérieur, hein, t'essayes à peine de mettre tes doigts ou à peine te rapprocher, tu te crispes et t'as l'appréhension, quoi. C'est pour ça qu'il y a tout ce travail de détendre, de mettre en confiance l'autre. Du coup, ce qui est positif, c'est que j'ai découvert des nouveaux endroits érogènes, corporellement parlant. Et ça, c'est cool parce que j'étais obligée avec mon copain d'explorer. Un truc qui est important et qui, je pense, devrait être vraiment là, dans n'importe quelle relation sexuelle, que ce soit une relation sexuelle d'un soir, que ce soit avec ton copain avec qui tu es pendant 10 ans, que ce soit avec quelqu'un qui a été violé ou non, en fait. C'est de réellement demander si l'autre a envie de faire l'amour. Parce qu'on peut se dire des fois que ça va, quoi. On le voit pas réellement sur son visage que ça va pas, ou alors on n'y prête pas vraiment attention parce qu'on est dans un moment où on ferme les yeux et on prend son pied et tout ça. On se dit, c'est logique, si elle mouille ou s'il bande, c'est qu'il a envie. Sauf que c'est pas le cas, hein. Faut savoir que tu peux avoir un orgasme mécanique pendant un viol. Ça ne veut pas dire que tu as envie, c'est juste mécanique. Du coup, ce qui est positif, c'est que si c'est mécanique, si tu n'arrives pas à avoir d'orgasme,
Pas dans le cadre par exemple de traumatisme, mais juste dans ton cadre privé, juste t'as pas encore eu d'orgasme, si tu t'y prends bien mécaniquement, bah, il y a de grandes chances que tu arrives à en avoir. Alors quand je parle d'orgasme, c'est vraiment différent de la jouissance. Voilà, c'est un orgasme, ça veut dire qu'il y a ce truc-là de relâchement et tout ça. Mais ça ne veut pas dire que tu jouis et que tu prends du plaisir. Il y a aussi le fait qu'on pousse les femmes à simuler énormément. Tous ces trucs-là favorisent en fait la culture du viol et favorisent aussi de la personne violée de elle à elle-même à ne pas s'écouter et à juste dire c'est un peu mon devoir conjugal quoi. Donc maintenant je le fais et puis ça passera et puis je montre surtout à l'autre, je veux pas le blesser, alors je lui montre pas que j'ai pas réellement envie. Il y a aussi ce truc de au début de la relation sexuelle, t'as pas forcément trop envie mais tu dis allez je fais un peu l'effort et puis on se mettra dedans. C'est pas du tout la façon dont je te dirais de fonctionner. Moi, je pense qu'on doit faire l'amour quand, de base, il y a cette échange, cette envie qui est là, quoi. Après, je peux comprendre que l'envie est encore plus forte quand l'autre vient t'exciter. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà partir dans l'idée qu'on doit faire un effort pour avoir une relation sexuelle, je trouve ça un peu dommage. Surtout, il y a plein de personnes qui font cet effort, mais qui en fait n'ont pas vraiment plus envie que ça. Mais continuent parce qu'on veut pas frustrer l'autre. Et du coup, il y a ce truc de on simule un peu. Donc en fait, au final, même si la personne en face de vous, elle est attentive à vos réactions, eh ben, elle va se dire tout se passe bien. C'est pour ça qu'il est important d'instaurer un climat de confiance avec votre partenaire et lui dire clairement, si t'as pas envie en plein milieu, t'as le droit de dire stop. Si t'as pas envie au début, t'as le droit de dire non, j'ai pas envie. Et surtout, on se demande. Et moi, je demande à mon copain, est-ce que t'as envie de faire l'amour ? Et lui, surtout à cette période, encore plus, parce qu'il sait que c'était très dur pour moi de me détacher de ces viols. C'est-à-dire que si j'ai pas envie, j'ai le droit de le dire à voix haute aussi. C'est quelque chose que j'ai fait pendant mes viols et que j'ai fait surtout au début, mais avec mon premier violeur, il y a un moment où juste tu sais que tu ne peux pas te sortir de cette situation-là, que tu cries, que tu essaies de partir, que tu dis non, que tu pleures. Rien n'y fait. Et des fois, c'était même du plaisir pour lui de voir que je me débattais et que je disais non. Il y a juste un moment où tu arrêtes de le dire et aussi où tu as toute cette perte d'identité. J'en ai fait un podcast si tu veux l'écouter. Ce manque de confiance en soi, se dire qu'on n'est même pas légitime de dire non. Bref, tout ça, c'est des conséquences qui restent dans la vie sexuelle future, qui peuvent rester. On a instauré ce truc avec mon copain de toujours se demander. Et il me demande si j'ai envie de faire l'amour avant. Il me demande pendant. Moi, je lui demande aussi, est-ce que là, ça va, nana. Bref, discuter. Alors je dis pas discuter, ça veut pas dire raconter sa vie. Il y a des gens qui peuvent dire ouais mais du coup ça brise un peu l'excitation. Je pense pas que si c'est instauré dans une relation déjà ça brise l'excitation du moment. Au contraire on se dit ah mais punaise c'est attentif à mon plaisir donc ça fait du bien. Mais surtout avec de l'expérience encore une fois et de la théorie les deux, je peux te dire que je préfère 1000 fois qu'on gâche un tout petit peu l'excitation du moment qu'on arrive vite à récupérer plutôt que de violer la personne et d'avoir des conséquences sur des années. Je pense que voilà, si on doit juger les méfaits de chaque situation, poser la question, c'est pas énorme. Un couple, je pense que ça peut s'épanouir autrement que juste à travers le sexe. Le sexe, ça peut être important, mais je pense que si on juge encore de ce qui est plus ou moins important, c'est que déjà la personne en face de nous se sente bien et que bien sûr après, ça puisse aller encore mieux dans votre vie sexuelle. Le sexe, c'est pas obligatoire. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez, vous en commentaire, est-ce que vous posez la question pendant le sexe ? Est-ce que votre copain ou votre copine vous pose la question pendant le sexe ? Est-ce que tu as envie de faire l'amour? Est-ce que tu as encore envie? Sincèrement, dis-le-moi en commentaire. Déborah, j'en profite pour répondre à ta question. Oui, moi, mon copain, il a l'habitude de me demander avant le sexe. Par contre, c'est vrai que pendant, on ne prend pas cette habitude. J'aimerais bien que ça vienne. Moi, j'y ai pas pensé. Je pensais que c'était naturel, blablabla. Bla, bla, bla. C'est vraiment très intéressant. Et je pense que tu verras que c'est pas une chose qui est si ancrée que ça. Et pourtant, j'ai quand même un public qui est très très informé sur toutes ces questions-là. Alors, il faut que tu saches que mes problèmes sexuels, c'était devenu une obsession. Vraiment, j'y pensais tous les jours. Et en fait, c'était limite devenu une partie de mon identité. Une meuf qui a des problèmes, après s'être fait violer, j'aurais toujours des flashs. Même si demain, j'ai plus des flashs, en fait... tant pis, mon corps il va pas s'en remettre, je peux rien y faire, mon vagin il est comme ça, il y sent plus rien. Et je pense que le fait que je l'ai intégré comme une partie de mon identité, ça a reculé la date où je puisse passer au-dessus. Les premières choses que j'ai essayé, comme je t'ai dit, c'est de trouver d'autres zones érogènes. La première fois où j'ai de nouveau eu un tout petit peu de plaisir, c'est que ça se passait pas dans un lit. Parce que en fait, la plupart de mes viols se passaient dans un lit. Et donc du coup, j'associais ça aussi au viol. Je pense que si tu gardes tes problèmes pour toi,
ton copain ou ta copine aura du mal à t'aider. Les sextoys peuvent aider. Moi personnellement ça m'a pas aidé parce que j'ai pas de sextoy. Oh non, ma vie est nulle. Mais je voulais faire à la base cette vidéo en collaboration avec une marque de sextoys, mais au final j'ai eu la flemme de répondre à leur mail et d'attendre et tout. J'ai préféré faire une vidéo spontanée. Après nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé la méditation orgasmique. On l'a essayé seulement 3 fois. On part dans l'optique qu'on ne va pas faire l'amour, qu'on est juste là pour se réadapter son corps et son plaisir. On met un chronomètre pendant 15 minutes, si je me trompe pas. En fait, 15 minutes, c'est plutôt long. La plupart des gens prennent pas 15 minutes de préliminaire, alors que ce serait vraiment important. Mais là, c'est vraiment 15 minutes, pas de préliminaire ou quoi que ce soit, mais pour la personne qui a été violée, donc en l'occurrence moi. Et en fait, on va se concentrer que sur la zone du plaisir, qui est le clitoris. Il y avait écrit, je veux faire de l'index gauche, je sais pas pourquoi, mais on a fait le truc jusqu'au bout. Donc voilà, on se pose et en fait, on fait juste des... comme ça de haut en bas. Et c'est comme de la méditation, mais on se ressente sur la zone, quoi. Il faut que la personne soit habillée, l'autre, justement pour voir qu'on n'est pas du tout dans ce cadre-là de il faut qu'il y ait un orgasme, il faut qu'on fasse du sexe, tout ça. Et hop, 15 minutes. Juste l'index gauche, le truc le plus fatigant au monde. Merci Bibi d'avoir fait ça, même si ça n'a pas vraiment marché sur moi. La première fois où je l'ai fait, ça s'est trop mal passé. Oh punaise. Oh, ça me mettait des sensations horribles partout, des flashs, des ding ding ding. La deuxième fois, ça s'est beaucoup mieux passé et la troisième fois, ça s'est mal passé aussi. La première fois, je sais pas, ça a duré 45 minutes. 45 minutes. Bibi, waouh! Je suis sûre que t'as musclé ton bras et ton index, quoi. Donc moi, c'est pas ce qui a vraiment marché, mais ça a été un début dans l'acceptation de soi. Alors maintenant, on va passer vraiment dans le vif de sujet de ce qui m'a aidée. C'est en fait la vidéo que j'ai postée sur mes viols. Ça, bon, vous allez savoir toute ma vie sexuelle, mais juste après ça, j'ai fait l'amour avec mon copain. J'avais vraiment cette sensation d'avoir enlevé un poids en le partageant avec vous. Je vous dis pas de faire la même chose et de faire une vidéo sur YouTube, mais de moi avec moi. J'avais cette sensation, voilà, je t'ai dit, d'enlever une pression. Donc même si je me suis pris une raclée de commentaires haineux, je me suis surtout pris une raclée de commentaires superbes. Et pour vous dire, pour la première fois, j'ai ressenti mon clitoris interne et tout. Enfin, j'ai pas eu un orgasme, mais je l'ai ressenti. Et j'étais tellement émue que j'en ai pleuré de joie, quoi. Je me souviens de la scène, quoi. J'étais là et je pleurais. Mon copain était tout content. On s'est pris dans les bras. Bibi, t'es contente? Tu as ressenti? Oui! Alléluia! Alors malheureusement, ça n'a pas suffi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu une discussion avec ma coloc, Manon, si tu passes par là, merci. Et elle m'a dit, mais justement, tu crois pas que tu te mets un peu trop dans l'idée que c'est un problème? Et donc du coup tu pars avec l'appréhension, et si je partais avec une appréhension réellement de pas être assez à la hauteur, de voilà. Elle m'a dit, dis à Thomas que pendant 1 jour, 2 jours, vous ne parlez pas du tout de comme si c'était un problème. Vous pouvez parler de sexe, si évidemment ça va pas, tu le dis non ça va pas, on arrête. On part pas du principe de bon, on va faire l'amour. Bon, on prend 15 minutes pour faire ça. Bon, on doit faire ça. Ça. Je lui ai dit, j'aimerais que tu me fasses l'amour comme la première fois où tu m'as fait l'amour. C'est très poétique et tu me fais l'amour. Moi aussi, je lui fais l'amour. Hein. Voilà, j'aimerais qu'on se fasse l'amour comme la première fois. Comme il n'y a pas de problème. Hop. Et on a fait l'amour et c'était trop cool. J'étais tellement heureuse. Alors ça, c'est un truc qu'il faut se faire avec de la pratique, hein. Ça suffit pas de le faire une fois. Faut l'intégrer aussi dans son quotidien que non, t'es pas obligé d'avoir des conséquences sur toute ta vie. T'as le droit de goûter à ce bonheur qu'est le sexe, le plaisir. T'y as le droit même si t'as été violée. J'ai plus de problème niveau sexuel. C'est que j'ai parlé avec Gwen quand j'étais à Toulouse. Gwen avec qui j'ai fait mon choix. Donc tu le verras pas du tout, mais quand j'ai fait mon choix, j'étais dans la relation avec mon deuxième violeur. Et comme tu peux le capter, ça ne se voit pas, hein. Ça ne se voit pas non plus que je suis dépressive et au bout du gouffre. Les dépressifs, c'est pas forcément ceux qui ne rient jamais. Ah non, en société, ils peuvent être très cool. On est arrivé à un fait que on a vraiment une pression de quand on est en couple, faut faire l'amour X fois par semaine, X fois par jour. Et moi, j'avais cette pression aussi de moi envers moi. Et en fait, je me suis dit, mais putain, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. J'ai pas envie de mettre une routine en place pour avoir plus envie. J'ai juste envie de faire l'amour quand ça vient. J'aimerais vraiment que tu me dises en commentaire, toi, tu mets un petit PS comme la dernière fois, PS, je fais l'amour de fois par jour ou par mois ou par semaine. Et comment tu te sens avec cette idée-là? Exemple,
Moi, je fais l'amour une fois par jour et je trouve que c'est vraiment l'idéal pour moi. Moi, je fais l'amour une fois par toutes les 2 semaines, mais franchement, en m'écoutant, je crois que ça me suffirait si je faisais qu'une fois tous les mois. Et en fait, je me suis tout simplement détachée de cette idée. J'ai dit à mon copain, écoute Bibi, maintenant, on peut faire l'amour, mais je te le dirai quand ça vient naturellement de moi, cette envie sexuelle. Et je préfère 2 fois efficace, trop cool, tout le monde plaisir, plus, pas de flash, pas de trauma. Enfin, vraiment, c'était les meilleures fois de ma vie où j'ai fait l'amour. Que on essaye une fois par semaine, une fois tous les 3 jours, et en fait, c'est nul. Seulement les gens qui sont allés jusque-là peuvent me dire un commentaire qui est en rapport avec la vidéo, c'est-à-dire qu'ils connaissent le tout de un peu de ma vie, donc un peu plus apte à commenter. D'ailleurs, pour que je sache si tu fais partie de ces gens-là ou pas, j'aimerais que tu mettes le smiley pouce, comme ça. Ou alors tu mets étoile, pouce, étoile. Donc oui, merci Bibi d'avoir été là dans ma vie. Il ne regardera pas ma vidéo, hein, donc je lui dis merci. Et merci à moi-même aussi d'avoir continué à te battre. Deb, bravo. Je t'aime. C'est bien, c'est bien. Câlin. Oh, câlin. Et merci à vous du coup dans cette vidéo et la dernière vidéo, enfin même tous ceux qui me suivent depuis là ou avant, d'avoir évolué avec moi, tout ça. Et sache que je réponds beaucoup sur Instagram à tout le monde en fait. Si tu veux en parler avec moi en coaching et que tu as été une femme qui a subi de la violence psychologique, des relations toxiques ou des viols, évidemment que je vais me servir de cette histoire pour aider les gens qui passent par là. Et je suis déjà en train d'en aider très plein, ça se dit pas beaucoup, qui avance très vite et je suis très fière d'elle. Si vous passez par cette vidéo, je suis très fière de vous. Tout ça, c'est en barre d'infos, comme d'habitude. Je vous envoie tout le love du monde. Écoutez-vous, ce n'est pas une fatalité, vous allez y arriver. Bisous. Comme à l'ancienne, je cache la caméra, je fais le bisou et je cache la caméra comme à l'ancienne, qui s'en souvient? So small.